Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de mes petites potions magiques du potager. En fait c'est toutes les petites recettes que je donne de temps en temps dans les vidéos et sur lesquelles j'ai des questions qui reviennent tout le temps. Comment tu fais ci, comment tu fais ça. Effectivement tout le monde n'a pas regardé toutes les vidéos depuis 2017, c'est bien normal. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous réunir tout ça dans une seule vidéo. Alors avant toute chose, je dois vous dire que je fais pas du tout de purin, de décoction, de choses comme ça. J'en ai eu fait au début, j'ai eu fait du purin d'ortie, du purin de feuilles de rhubarbe, etc. Mais je trouve que ça prend vraiment trop de temps pour faire ces préparations. Le résultat est efficace, en plus ça coûte rien, ce qui est génial. Mais entre temps j'ai trouvé des choses qui selon moi fonctionnent tout aussi bien et prennent beaucoup moins de temps. D'autant plus que quand on a un problème, quand on se rend compte qu'on a des plantes qui ont un petit peu de mal à démarrer ou qui fatiguent, qui sont un peu chétives, et bien souvent on n'a pas le temps d'attendre plusieurs semaines pour que notre purin d'ortie soit prêt. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des choses qui vont vous prendre très peu de temps à réaliser et qui vous coûteront pas plus cher, en tout cas pas si vous avez ce qu'il faut sous la main, et qui seront tout aussi efficaces. Alors la première de ces petites recettes dont je voudrais vous parler, ce que j'appelle mes petites potions magiques, j'en parle dans mon livre, je vous en ai aussi déjà parlé en vidéo, je crois que c'était l'année dernière ou peut-être l'année d'avant. C'est quelque chose qui fonctionne bien si vous avez des semis qui se portent assez bien mais que vous avez l'impression qu'ils se développent un peu lentement, qui sont pas aussi vigoureux qu'ils devraient l'être. C'est pas quelque chose qui va être efficace si vous avez des semis qui sont complètement raplapla, c'est vraiment pour donner un petit coup de fouet, un petit coup de boost, mais c'est pas pour rebooster complètement des semis qui sont chétifs par exemple. Cette solution, moi je l'aime bien parce que c'est rapide à préparer, ça coûte rien du tout. Pour ceux que ça intéresse, je vous remets le lien vers la vidéo, mais en fait ne vous précipitez pas sur cette vidéo pour la regarder puisque je vais vous remettre le petit extrait qui en parle, ça ira beaucoup plus vite et ça sera plus simple. L'ortie est une plante bien connue et mal aimée. Urticante, elle peut aussi se montrer particulièrement envahissante quand le sol lui plaît. C'est pourtant une plante extraordinaire aux multiples vertus. Comestible, médicinale, bio-indicatrice, l'ortie est aussi utilisée au jardin en purin, comme activateur de compost, ou tout simplement en mettant une poignée de feuilles au fond du trou de plantation des tomates par exemple. Cette vidéo n'a pas vocation à proposer un exposé exhaustif sur les multiples qualités de cette plante injustement détestée. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'infusion d'ortie pour booster vos semis en croissance. Attention, je ne parle pas ici du purin d'ortie qui nécessite plusieurs semaines de préparation, et cette vidéo n'a pas non plus vocation à énumérer les multiples autres utilisations qu'on peut faire de l'infusion d'ortie. Ici, il est simplement question d'utiliser cette préparation pour améliorer la vigueur et la croissance de nos semis. La recette est ultra simple. Il vous faudra 100 g de feuilles d'ortie grossièrement découpées en morceaux pour 1 litre d'eau. Récoltez vos orties, n'oubliez pas les gants, de préférence dans un endroit propre et peu sujet aux pollutions. Évitez les bordures de route par exemple. Vous pouvez récolter les feuilles et les tiges, et si des morceaux de racines viennent avec, vous pouvez aussi les garder, c'est pas un souci. Découpez grossièrement vos orties avec une paire de ciseaux ou un sécateur. Inutile de hacher finement vos orties, un découpage grossier suffit largement. Versez l'eau bouillante sur les orties fraîchement découpées et laissez infuser jusqu'à refroidissement complet. Il ne vous reste plus qu'à filtrer pour ne garder que le liquide. Les restes de plantes pourront aller au compost, c'est un excellent activateur de compost. Cette préparation s'utilise diluée à 10%, soit 1 litre d'infusion d'ortie pour 10 litres d'eau. Vous pourrez arroser vos semis avec cette préparation diluée qui aura l'effet d'un engrais complètement naturel. Vous pouvez conserver la préparation au frigo pendant à peu près une semaine. Mais le mieux, c'est quand même de l'utiliser fraîche quand vous venez juste de la préparer. J'ai testé cette préparation sur des semis qui avaient les feuilles un petit peu jaunes, symptomatiques d'une éventuelle carence en azote, et en moins d'une quinzaine de jours, ils avaient retrouvé leur belle couleur verte. Merci l'ortie!
Alors deuxième option possible, là pour le coup ça sous-entend d'avoir des volailles et je sais que vous êtes nombreux à en avoir, que ce soit des poules ou des cailles, certains ont des pigeons, etc. Enfin bref, tout ce qui est fientes d'oiseaux c'est vraiment très efficace. D'ailleurs les fientes d'oiseaux c'est davantage considéré comme un engrais que comme un amendement, hein. C'est vraiment très riche et du coup c'est particulièrement efficace pour donner un coup de fouet à des plants ou à des semis qui sont vraiment mal en point. Si vous voyez que les feuilles jaunissent, si vous voyez que les semis ou que les jeunes plants ne se développent plus du tout, qui stagnent, qu'ils ont vraiment l'air maladifs, ça c'est, on pourrait dire, un bon engrais coup de fouet. Je vous en ai déjà parlé cette année quand j'ai eu mon problème de terreau et mes plants qui ne se développaient pas normalement, c'est le jus de fiente, en tout cas ce que j'appelle le jus de fiente. Alors là vous avez été super nombreux à me demander comment je le préparais, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je tiens à dire que je ne pèse pas, hein. Quand je vous dis une petite pelletée, c'est les petites pelles façon plantoir là, transplantoir qu'on utilise pour planter ces plants au jardin. Et une petite pelletée comme ça de fientes de volaille, donc ça peut être des fientes de poules, encore une fois, des fientes de caille ou de toute autre fiente d'oiseau. Vous mettez ça dans un seau, vous rajoutez 10 litres d'eau, de préférence de l'eau de pluie, c'est toujours mieux. Et personnellement, je laisse macérer ça pendant 24 heures minimum dans la serre. 24 heures s'il fait bien chaud, 48 heures s'il fait un peu moins chaud. Et ensuite, je filtre, donc à travers une passoire, pour ne garder que le liquide. Et ce liquide, je vais l'utiliser dilué à 10%. Ce qui veut dire 1 litre de jus de fiente pour 10 litres d'eau et j'utilise ça pour arroser mes semis. Alors contrairement à l'infusion d'ortie dont je vous ai parlé juste avant, que vous allez pouvoir utiliser à volonté, il n'y a vraiment aucun risque de surdosage avec l'infusion d'ortie, hein. Là par contre, allez-y doucement, vous faites un premier arrosage donc au jus de fiente dilué, vous regardez si vos plants ont l'air de mieux se porter dans les jours qui suivent et vous ne recommencez que si ça vous semble vraiment nécessaire, mais n'arrosez pas tous les jours avec ça parce que là par contre c'est vraiment trop fort, hein. Comme je vous l'ai dit, les fientes d'oiseaux c'est quelque chose qui est vraiment très riche, donc n'en abusez pas, hein. Faites un petit arrosage et attendez de voir les effets avant de recommencer si ça s'avère nécessaire. Alors troisième petite potion magique si on peut dire, là encore ça sous-entend d'avoir des élevages et ça sera le cas pour toutes les autres, hein. Donc si vous n'avez pas d'animaux, toutes ces solutions là ne vont pas vous convenir, il faudra plutôt vous tourner vers les fumiers déshydratés en granulés qu'on trouve en jardinerie ou en magasin agricole ou encore vers le guano séché, des choses comme ça qu'on peut aussi trouver en jardinerie ou en magasin agricole. Là moi je vous parle de ce que je fais chez moi et donc moi j'ai des élevages donc je les utilise. Là encore ça va être avec les fientes de volaille et je vous en ai parlé dans la vidéo sur la plantation des tomates. Il s'agit tout simplement de mettre une petite pelletée, alors là encore ayez la main légère, j'insiste, les fientes de volaille et les fientes d'oiseaux en général c'est vraiment riche, hein, donc il ne faut pas en mettre trop, mais une petite pelletée de fientes séchées au fond du trou de plantation et ensuite vous n'avez plus qu'à planter normalement, ça va vraiment donner un bon coup de fouet au démarrage pour vos plants. Dernière utilisation, je sais que c'est quelque chose qui fait un petit peu débat puisque on dit toujours qu'il ne faut jamais utiliser de fumier frais au potager. Eh bien sachez qu'il m'arrive de le faire avec le fumier de lapin. Alors attention, je ne dis pas qu'on peut faire la même chose avec les autres fumiers. Je vous parle ici uniquement du fumier de lapin, c'est-à-dire les crottes mélangées à la litière. Et donc cette utilisation, ça va être de tout simplement épandre ça en couches pas trop épaisses, puisque le fumier de lapin, ça peut chauffer si on en met des couches trop épaisses, donc en couches assez fines au pied des plantes les plus gourmandes. Alors parmi les plantes qui aiment beaucoup cette solution-là, on peut citer les courges, les courgettes et toute la famille des cucurbitacées d'une manière générale, mais aussi les choux. Sur les choux, ça a vraiment un effet coup de fouet qui est vraiment génial. Et d'ailleurs, le fumier de lapin, mais alors pour le coup, pas nécessairement frais, puisque moi, mon surplus de fumier de lapin, je le stocke en tas, donc dedans, il y a du frais et du moins frais, et puis du plus ancien, plus composté. Et bien ça, j'en rajoute toujours 2 ou 3 pelletées entre chaque culture. Donc je passe un coup de grelinette, je passe un petit coup de cultivateur pour décompacter, casser les mottes s'il y en a, etc. Ensuite je mets 2 ou 3 pelletées de fumier là où je vais planter ou là où je vais semer. Je mélange tout ça juste en surface avec le râteau, hein, on évite d'enfouir le fumier.
et ensuite je plante ou je sème, tout dépend. En tout cas, ça c'est quelque chose qui marche vraiment très bien pour moi. Chez moi, en tout cas, j'en suis vraiment contente. Depuis que j'ai les lapins, je fais comme ça et je vois une vraie différence par rapport à avant, quand je n'avais pas les lapins et que donc je ne le faisais pas. Alors, la question du jour m'a été posée sur Instagram et c'est une question poule. C'est à quel âge les poules commencent-elles à pondre, puisque la personne en question a une poule de 5 mois et toujours rien. Eh ben, ça dépend en fait. Ça peut être assez variable selon les races. On va dire que la moyenne, toute race confondue, c'est à peu près 6 mois. Mais les races naines, par exemple, vont avoir tendance à pondre plus tôt. Ça peut être 5 mois, voire même un peu avant. Les races légères, c'est pareil, c'est plutôt 5-6 mois, voire parfois avant. Pour les races moyennes comme la Marance, la Sussex, la plupart des poules fermières, ça va être plutôt 6-7 mois, voire même 8 mois, ça serait pas forcément bizarre. Et pour les races très lourdes qui dépassent les 3 kg à l'âge adulte, comme la Brahma, l'Orpington, la Cochin, là on va vous dire, vous lirez sur certains sites qu'elles peuvent commencer à pondre aussi tôt que les races légères à partir de 5-6 mois. Mais dans les faits, je suis pas d'accord avec ça. D'abord, j'ai jamais vu une poule de ce poids-là pondre aussitôt. Et surtout, faut bien se rappeler que la ponte chez les poules, c'est pas pour nous faire plaisir, pour qu'on fasse des omelettes, c'est avant tout pour se reproduire. Et ça tombe sous le sens qu'une poule, elle va pas commencer à pondre tant que sa croissance n'est pas terminée. Donc pour les races à croissance très lente, comme la Brahma, encore une fois, c'est un bon exemple, en général, faut compter plutôt 8 voire 9 mois. Après, ça peut dépendre aussi de la période de l'année à laquelle vos poules sont nées. Si elles sont nées au printemps, elles peuvent commencer à pondre plus tôt que celles qui seront nées en fin d'été et qui attendront parfois le printemps suivant pour commencer à pondre, parce que la ponte, c'est aussi lié à la durée du jour et que donc tant que les jours sont très courts, il y a beaucoup de poules qui ne pondent pas. Surtout les jeunes poules, elles commencent pas toujours à pondre en saison froide si elles n'ont jamais pondu. Voilà. Donc j'espère que ça répond à ta question. Je sais que c'est pas vraiment une réponse quand on commence à dire peut-être, ça dépend, etc. Mais voilà, ça dépend quand même beaucoup de la race des poules. Et aussi de la saison et bien sûr de l'alimentation. Je le répète encore une fois, on en a parlé en vidéo il n'y a pas longtemps, mais l'alimentation c'est hyper important. Si vous avez des poules qui ont une mauvaise alimentation, une alimentation pas équilibrée qui répond pas à tous leurs besoins, la ponte s'en ressentira. Ça de toute façon dans tous les élevages, si vous voulez réussir la reproduction. Et la ponte, qu'on veuille ou non de la reproduction, ça a quand même à voir avec la reproduction. Si vous voulez que les poules pondent bien, il faut qu'elles soient bien nourries avec une alimentation qui répond à tous leurs besoins. Et c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.